Bonjour à tous, merci d'être là. On va tout de suite passer au plat de résistance, c'est-à-dire au débat avec Guy Verhofstadt, qui va devoir un tout petit peu écourter sa présence. Alors, quand même quelques petites présentations. Guy Verhofstadt, bien entendu, je ne vous le présente pas, ancien Premier ministre de Belgique et actuellement président du groupe libéral au Parlement européen. Renaud Delis, rédacteur en chef de l'Obs, anciennement le Nouvel Observateur. Je m'appelle Jurek Kuczkiewicz, je suis journaliste au journal Le Soir. Et donc, un petit mot d'explication. Arnaud Montebourg devait être présent pour débattre avec Guy Verhofstadt. On se faisait un plaisir parce que ça devait être un débat extrêmement vif vu les positions et les personnalités des deux invités, mais vu les circonstances, Arnaud Montebourg, hélas, a dû renoncer à sa présence ici. Il a demandé de transmettre ses excuses à tout le monde. Et donc, nous allons débattre, nous, avec Guy Verhofstadt et le mettre un petit peu à l'épreuve des grands sujets d'actualité. Renaud. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci d'être venus dans ces circonstances très particulières, évidemment. Et c'est une raison évidente pour laquelle nous avons modifié l'ordre du jour de cette rencontre et de ce débat et que nous allons nous pencher avec Guy Verhofstadt sur des thématiques qui sont évidemment d'actualité, les questions qui se posent aujourd'hui, sécurité, liberté, démocratie et lutte contre le terrorisme, qui sont évidemment des sujets qui nous mobilisent tous. Au plus haut point et qui d'ailleurs explique aussi que votre agenda soit bousculé et chargé cet après-midi et que vous ayez ensuite des rencontres importantes avec l'opposition syrienne en fin d'après-midi. Peut-être une première question pour entrer dans le vif du sujet, Guy Verhofstadt. Suite aux attentats de Paris, le président François Hollande a utilisé à plusieurs reprises de façon très claire le terme de guerre. Il considère, il l'a dit et répété, que la France était en guerre. Est-ce que vous-même, vous reprenez à ce terme? Est-ce que vous recourez vous aussi à cette expression de guerre? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, la France, la Belgique et d'autres pays sont effectivement aujourd'hui en guerre? Moi, je n'avais pas de problème avec l'utilisation par François Hollande de ce mot, qui est un mot lourd naturellement. Mais je n'avais pas de difficulté avec ça parce que je crois que l'État islamique, Daesh, n'est pas une organisation terroriste comme beaucoup d'autres organisations terroristes, puisque c'est un mélange en fait entre une organisation terroriste d'une part et d'autre part c'est aussi un État, parce qu'ils ont un territoire, ils ont toute une structure étatique, ils ont des ressources de taxation. Donc en réalité, ce n'est plus Al-Qaïda, ou c'est pas Al-Qaïda, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et donc le fait que après les attentats de Paris, mais déjà après l'attentat à Charlie Hebdo, je crois qu'on peut dire vraiment qu'il y a un conflit ouvert avec l'État islamique et avec Daesh. L'exemple le plus frappant, c'est naturellement aussi qu'on va essayer de trouver une solution pour la Syrie. Ça avance, ça vient. Bien, on n'invite pas l'ennemi autour de la table. On n'invite pas l'État islamique ni Daesh autour de la table. Et donc, moi, j'avais aucune difficulté, même si je sais qu'il y avait beaucoup de réticence de certains côtés d'utiliser ce mot, à utiliser le mot guerre. Ouais. Alors, le thème de guerre a des implications. Surtout, vous aviez immédiatement, il se fait que je vous avais interrogé dès dimanche, et vous avez immédiatement, vous m'aviez dit que la France devrait demander l'aide, la solidarité politique et militaire des autres pays européens, ce qui effectivement s'est produit. Formellement, la France a demandé à activer un article du traité européen, a demandé la solidarité militaire, mais donc le terme de guerre implique, qu'est-ce qu'il implique politiquement, militairement et en termes de danger également, parce que c'est un terme qui est lourd, et les implications, est-ce que ça veut dire que l'Europe entière se met en situation de guerre par rapport à un ennemi qui reste un ennemi asymétrique? Dans une certaine mesure, c'est fait, parce que l'article 42 du traité,
Ce n'est pas un article ou une disposition dans laquelle on demande l'approbation de différents États membres. C'est une obligation des autres États membres à venir en aide d'un État qui est attaqué. C'est ça, hein, donc l'article 42. Donc il ne s'agit pas de dire à majorité qualifiée ou à unanimité il faut décider. Non, c'est une obligation qui est reprise dans le traité. Et on sait depuis hier, après la conférence de presse de Federica Mogherini avec le ministre de la Défense français, que tous les États membres ont répondu en plus positivement à cette utilisation de l'article 42. Ceci dit, je veux quand même souligner que peut-être l'Europe a fait un pas en avant sous-estimé par l'utilisation de l'article 42, parce que normalement, dans le passé, c'était l'article 5 du traité de l'OTAN qui était utilisé. Ici, ce n'est pas le cas. C'est le 42, ce n'est pas l'article 222 aussi, qui est une autre clause de solidarité à l'intérieur du traité, mais qui concerne la sécurité intérieure de l'Union. Ceci concerne la politique. Donc, je trouve que l'utilisation du 42 est extrêmement importante. Et à quoi ça doit mener? Parce que c'est ça la question. Ça doit mener à une coalition militaire, dans lequel pas seulement des États européens sont impliqués, mais aussi d'autres États. Et deuxièmement, ça doit mener à une solidarité de tous les États membres envers cette requête française. Et ça peut être d'une manière différente. Il y a des pays qui vont apporter des équipements militaires, des avions par exemple, dans la lutte contre Daesh, et ça veut dire pour d'autres pays une implication d'une ou d'autre façon. Mais il y a obligation, et il va y avoir maintenant, parce que vous pouvez demander, mais oui, mais pourquoi pas au niveau européen, pourquoi c'est le 42? Parce que c'est la seule chose qui existe au niveau militaire. On ne connaît pas de communauté de défense, mais ceci pourrait être l'utilisation de 42, un embryo pour plus tard développer ce qui a été, c'est l'ironie de l'histoire, qui a été refusé par la France en 1954, c'est-à-dire la communauté de défense, et ça a été un moment dramatique dans l'histoire de l'Union européenne, parce que si on avait accepté dans les années 50 la constitution de von Brentano et la communauté de défense, on aurait été dans une toute autre situation aujourd'hui. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Et c'est ce que j'ai expliqué. Donc l'ironie de l'histoire, c'est que c'est maintenant la France qui, en 1954, refuse en fait la communauté de défense, qui fait appel à cette communauté de défense embryonale, je dirais, par l'utilisation d'un article 42 dans le traité. Et vous considérez que ça peut être un premier pas, cette crise, vers la constitution d'une armée européenne demain? Tout à fait. Moi, j'ai eu des pourparlers avec le président français il y a 2 mois, justement en septembre, pour préparer les discussions avec les Britanniques, le rapport que je suis en train de faire pour le Parlement européen sur l'avenir de l'Europe. Une des idées là-dedans, c'est la communauté de défense. Donc, peut-être dans l'année 2017-2018, dans le traité, j'espère, on va refaire cette erreur stratégique de 1954, cette erreur stratégique de 1954 qui était due à des circonstances purement politiques. C'était Pierre Mendès France qui était devenu Premier ministre de la France, il n'était pas intéressé dans un projet de son prédécesseur, et donc il ne demandait même pas à ses propres troupes dans l'Assemblée nationale de voter pour la communauté de défense. Alors là, on parle un peu d'institutions et de popote interne, si j'ose dire, qui est très important, mais de popote interne institutionnelle européenne. Mais je reviens à la guerre. Ok, imaginons, il y a une coalition, formellement en tout cas, qui a été en quelque sorte, sur le principe au moins philosophiquement convenu hier. On entre en guerre, mais dans quel but? Pourquoi en 2 mots? Avec quelle stratégie? Pour atteindre quel objectif? Quand on entre en guerre, c'est dans un objectif précis, avec en principe une stratégie, une tactique, un plan, etc. La stratégie doit être simple, c'est de dire finir le conflit en Syrie. Et finir le conflit en Syrie, ça veut dire 2 choses. C'est arrêter
l'État islamique qui n'était pas en Syrie. Aux premières 2 années de la crise syrienne ou de la révolution syrienne, il n'y avait pas d'État islamique en Syrie. L'État islamique en Syrie a été créé après l'entrée tout à fait erronée des États-Unis et d'autres d'une coalition en Irak. Donc c'est une des erreurs, les conséquences des erreurs qui ont été faites en Irak. Et puis, comme on n'a pas voulu aider l'opposition modérée et démocratique en Syrie, personne ne l'a fait, même après que Bachar al-Assad avait utilisé les armes chimiques, il y a eu une vide énorme au sein de la Syrie et c'est l'État islamique qui a rempli ce vide. Ceci dit, l'État islamique, c'est surtout basé sur des anciens de l'armée irakienne, donc de Saddam Hussein. Donc, et c'est toute une organisation. Parce qu'on peut se demander comment est-il possible que, par exemple, il y a 1 an et demi, personne ne parlait de l'État islamique, et puis, en quelques semaines, en quelques mois, Obama, dans une conférence de presse, déclare que l'État islamique est devenu l'ennemi numéro 1 au niveau international. Donc, au départ, c'était un petit problème régional en Irak, et puis, en quelques mois, c'était le problème par excellence au niveau international. Justement, parce qu'ils avaient utilisé, l'État islamique, toutes les possibilités de l'ancien système étatique irakien, y compris les structures militaires. Donc on mène la guerre en Syrie pour éradiquer l'État islamique, vous l'expliquez à l'instant, et avec quels alliés aujourd'hui, si on regarde la situation militaire sur le terrain, on voit bien que la Russie et Vladimir Poutine jouent un rôle considérable. Est-ce que ce sont nos alliés? Est-ce que ce sont demain nos alliés pour ce combat? Ça pourrait être un allié parce que cette coalition militaire doit être le plus large possible. Ça peut aussi contenir la Russie s'ils continuent à faire ce qu'ils font depuis hier. Parce qu'au début, ils ont surtout bombardé les forces modérées et démocratiques autour de Homs et autour d'Aleppo. Apparemment, ça a changé. Et donc ça, on peut tirer un trait sur ce passé? J'espère. Vous êtes prêts à tirer un trait sur ce passé? Oui, si eux, ils ont tiré les bonnes conclusions de l'attentat et de la bombe qui a été mis dans l'avion russe, il y a une semaine maintenant, 2 semaines maintenant, et donc ça a été un tournant certainement là-dedans. Le deuxième élément clé de la solution syrienne, c'est naturellement l'acceptation que l'avenir de la Syrie, ça ne peut jamais être basé sur la continuation de la règne de M. Bachar al-Assad. Ça, c'est impossible. Ça ne va jamais être accepté par toutes les forces modérées et démocratiques qui se battent aujourd'hui à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie. Ça, c'est la deuxième condition impérative. Le scénario maintenant que vous imaginez, c'est parallèlement, on bombarde la coalition avec les Américains, bombarde l'État islamique, mène des opérations militaires, avec le point d'interrogation sur une éventuelle opération militaire de terre, et parallèlement on négocie, on reprend les négociations internationales à Vienne et on négocie la transition. Ouais. Parallèlement, on bombarde d'un côté et on négocie. Il faut peut-être quand même dire que naturellement c'est normal avec ce qui s'est passé en France et à Paris, tout est concentré sur ces attentats. Mais au même moment de ces attentats, il y a eu un progrès énorme au niveau diplomatique à Vienne, avec le groupe de crise syrienne, qui pour la première fois a presque fait un accord. Et dans cet accord, il y a cette coalition militaire en gestation contre l'État islamique. Il y a deuxièmement la reconnaissance d'un avenir démocratique, pluraliste pour la Syrie. Sans, dans le système définitif, la présence de Bachar al-Assad. Et donc, il y a même dans cet accord l'idée de faire dans les 6 mois un gouvernement de transition, dans l'an une constitution, et puis tout de suite après, des élections. Donc, c'est comme ça dans la vie. Au moment où se passent les choses les plus dramatiques à Paris, autour de la table de négociation dans le groupe de crise autour de la Syrie, on a fait un énorme pas en avant et je crois que l'élément tournant là-dedans, ou l'élément clé là-dedans, a été la bombe placée dans l'avion russe
qui a fait reconnaître aux Russes que le vrai défi, c'est pas de défendre Bachar al-Assad, c'est de défier, de vaincre l'État islamique et d'arrêter de bombarder le Free Syrian Army, l'armée libre syrienne et les forces démocratiques là-bas. Oui. Revenons en Europe, la sécurité. Donc cette guerre contre l'État islamique, il faut la mener en Syrie comme vous l'expliquez, il faut la mener aujourd'hui aussi en Europe, puisque Daesh vient la mener en Europe. L'enquête en cours, donc il faut évidemment être extrêmement prudent, et suite aux attentats de Paris, semble démontrer qu'en tout cas, avant que ces attentats se produisent vendredi dernier, peut-être que la coopération entre les services de renseignement en Europe n'a pas fonctionné parfaitement, y compris d'ailleurs peut-être entre la Belgique et la France, mais ça on le verra. Mais en tout cas qu'au niveau européen, peut-être que la coordination des services de renseignement aujourd'hui n'est peut-être pas totalement efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer et pour éviter justement, en tout cas, diminuer le risque que ce type de drame se reproduise? Je pense que vous avez utilisé un understatement en disant ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est le understatement de la journée parce que ça... C'est mon côté diplomate. Oui. Voilà, c'est pas journaliste. Enfin, mais en effet, je crois que à côté de tous les succès, de tous les... C'est un échec. Pour vous, c'est un échec. Dans une certaine mesure, c'est un échec parce que dans une certaine mesure, il y a de nouveau ce qu'on constate. Après 2004 à Madrid, après Londres en 2005, après les attentats Charlie Hebdo, après l'attentat dans le musée juif ici à Bruxelles, après l'incident, je vais le dire, c'est un incident dans le TGV, donc c'était pas la drame, heureusement, ça aurait pu, mais ça aurait pu. Et puis ce qui se passe maintenant, la conclusion est chaque fois la même chose, c'est qu'une coordination entre les services de renseignement au niveau national, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que ça dépend d'une... Ou bien, on connaît un système de recolle des renseignements au niveau national, et alors il faut un échange obligatoire des renseignements, autrement ça ne peut pas fonctionner. Mais apparemment, nous, si on dit ça aux spécialistes, ils disent ça ne peut jamais fonctionner, on ne va jamais accepter cette obligation d'échange d'informations. Ou bien, c'est une capacité au niveau européen. C'est l'un ou c'est l'autre. Bien, vous vous imaginez par exemple les États-Unis qui fonctionnent et on dit oui, le FBI, ça existe, mais bon, il y a des États qui ne participent pas au FBI. Parce que la Californie, le Texas, le New York n'est pas intéressé à participer dans cette politique. Alors, tout le monde dirait, ben, ils sont fous, ces Américains. Mais c'est exactement la façon d'où nous travaillons dans la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée. C'est que tout le monde fait son devoir, hein, donc je ne critique pas, mais il manque cette capacité. Donc la proposition est simple, à côté d'Europol, qui est policière, une capacité policière, à côté d'Eurojust, qui est une capacité judiciaire, il faut une capacité d'intelligence, de recolle des renseignements. Et ce sera une capacité au niveau européen. Si on ne veut pas ça, si on veut continuer avec une coordination au niveau national, avec des services de renseignement purement au niveau national, il faut au moins une obligation d'échange obligatoire. Et ça, on nous dit, les services ne veulent pas. Donc voilà où on est. Et donc, je ne sais pas si finalement, maintenant, on va faire ce pas décisif qui était déjà mentionné après Charlie Hebdo. Vous vous rappelez, tous les tribunes libres, même des propositions de certains chefs d'État et de gouvernement, étaient la volonté de créer cette capacité au niveau européen. On ne l'a pas fait, mais on dit, bon, c'est trop difficile. Et pourquoi les services nationaux et pourquoi les États aujourd'hui ne veulent pas partager le renseignement ? Parce que c'est toujours la même chose. L'union bancaire, pourquoi on ne voulait pas l'union bancaire ? C'était au moment que les banques espagnoles étaient vraiment en difficulté qu'on a à la fin dit oui, enfin, on ne peut pas éviter l'union bancaire, mais on va donner ça à la Banque centrale européenne, cette tâche-là. Et puis, on n'est pas encore à la fin de nos difficultés avec l'union bancaire. Donc, c'est chaque fois le même problème. Il s'agit de transférer une partie du pouvoir, de la souveraineté au niveau européen. Et la chose la plus difficile dans le monde politique, c'est de faire comprendre à un homme politique qu'il doit transférer du pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça,
C'est la fin du monde pour lui. C'est vrai pour les services de sécurité aussi, parce qu'ils n'aiment pas Exactement. toujours beaucoup collaborer, parce qu'ils n'ont pas tous confiance dans la crédibilité des autres services Mais nationaux. c'est sur chaque niveau. Hein. Donc si on parle on ne parle pas de ça aujourd'hui, du digital, de télécom, des services de contrôle, des régulateurs au niveau national. Il n'y a aucun régulateur au niveau national qui veut un marché unique digital, un marché unique des télécoms, parce qu'ils perdent quoi? Du pouvoir, de la compétence. Et donc, cette fois-ci, j'espère que la même chose, c'était pour le contrôle des frontières extérieures de l'Union. Là, je pense qu'en décembre, on va faire le pas. Ça sera fait. Avant d'en venir à la création d'un FBI européen, en gros, que vous évoquiez, justement, comment expliquer qu'aujourd'hui, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des mesures de protection qui sont liées à la protection, justement, des frontières extérieures de Schengen? Je pense notamment au renforcement, en tout cas à l'utilisation systématique du code Schengen et du contrôle des passeports Schengen lors des retours des citoyens de l'espace Schengen au sein de l'espace Schengen. La systématicité de ces contrôles n'est toujours pas établie. Comment se fait-il que ce ne soit toujours pas le cas? Ça fait aussi des mois qu'on en parle. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est que apparemment, je parle pas assez fort dans mon petit micro. C'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, j'ai pas besoin de micro au Parlement européen. C'est la faute du micro, c'est sûr. Je pensais que l'acoustique des salles de bœuf était meilleure, mais bon, apparemment pas. Et donc, pourquoi? Parce que donc on pense, il y a encore 3 pays, dont la Grèce et la Suède, qui font opposition contre cette idée d'une European Border and Coast Guard. Donc c'est la garde frontière et côtière de l'Union européenne, parce qu'ils ne veulent pas, ils se disent bon, c'est la souveraineté nationale, vous pouvez nous donner de l'argent pour l'organiser, mais c'est notre souveraineté. Ce qui est complètement dingue, parce que la souveraineté ne s'exprime pas, je dirais, par le fait qu'on fait soi-même le travail. Ça s'exprime par le fait qu'on est capable de gérer ce problème. La souveraineté consiste à la capacité de contrôler, d'enregistrer, de gérer nos frontières extérieures. Ce qui n'est pas le cas, et vous avez donné quelques exemples. Maintenant, je crois que dans cette affaire-là, en décembre, c'est en tout cas le but de M. Tusk, sur base d'une proposition de Juncker, qui est en train de se finaliser pour le moment à l'intérieur de la Commission. Demain, il y a collège, mais il vient, hein, M. Juncker, donc à 4 heures, vous pouvez lui demander de vous montrer le projet du European Border and Coast Guard, mais apparemment c'est dans le pipeline, donc c'est presque prêt. Et je pense que finalement, en décembre, ça doit être décidé. Ceci dit, ça fait 8 mois, 9 mois après le début de toutes nos difficultés avec la crise des réfugiés. Et finalement, je me demande, et c'est ça la question, donc je veux essayer dans les prochaines semaines et mois de mobiliser l'opinion publique en disant voilà combien d'attentats il nous faut encore avant que vous décidez vraiment de créer cette capacité de renseignement au niveau européen. Parce qu'en fait, c'est le même problème, c'est le même défi que la gestion des frontières extérieures. Il n'y a pas que les États qui mettent, disons, des bâtons dans les roues ou qui mettent des obstacles à la création de systèmes d'échanges internationaux. Il y a un gros projet qui, lui, est plutôt à traîner longtemps à cause du Parlement européen. C'est le projet de PNR, donc les dossiers des passagers aériens, donc qui consiste tout simplement à permettre un échange systématique des données passagers de façon à ce que 48 heures avant que les passagers ne voyagent, on sache tout simplement qui voyage. Là, c'est un projet qui est poussé par la Commission, par les États, et qui a longtemps été bloqué, freiné par le Parlement européen, parce que il y a pas bloqué, mais en tout cas, ça a traîné parce que ils sont en train de négocier cet après-midi. Voilà, exactement. Il y a un trilogue. Moi, je vous invite à y participer. Bon, je ne sais pas si on va laisser entrer dans les négociations pour voir que c'est pas le Parlement qui traite, que c'est les États qui n'ont pas une vision unique sur le problème. Voilà. Et donc chaque fois, on fait des communiqués, on fait des tweets. Encore aujourd'hui, cet après-midi, le groupe PPE a fait des tweets pour attaquer les autres groupes et le Parlement qui n'avance pas dans la discussion. Oui, parce qu'en général, j'explique au public, en général, on vous attaque, vous, groupe libéral, qui est très attaché à la défense des libertés fondamentales. Nous, et on a dit, souvent... on est pour, on s'est engagé pour finir ces discussions et avoir un accord complet
avant la fin de l'année. Et c'est notre parole et ça va être fait. Mais le deal était aussi d'avoir un accord sur la protection des données. C'est quand même normal que si on commence à faire des grands des rassemblements de données d'une manière gigantesque de telle façon, il faut aussi la protection des données de nos citoyens. Ceci, c'est un accord, on est en train de le réaliser et c'est là que pour le moment, il y a encore quelques obstacles à vaincre. Mais ça, c'est un point qui sera réalisé avant la fin de l'année. Et donc, c'est totalement erroné d'attaquer le Parlement européen sur cette question-là, parce que pour le moment, dans la négociation, cet après-midi, encore une fois, si vous êtes libre, allez-y pour participer. On va voir que 14 États sont d'avis et 14 autres États sont d'autres. Ceci dit, est-ce que c'est un bon système? J'ai encore des doutes. Quand on va aux États-Unis, on va leur expliquer que ce sont 28 PNR différents qu'on va faire, qui vont être coordonnés. C'est le mot magique en Europe, le mot coordination. Hein, parce que si on veut éviter une politique européenne, on dit, aucun problème, hein, on va coordonner ça. On est sûr que ça ne marche jamais. On va tout coordonner en Europe. Donc, pour éviter des instances européennes, et donc, quand on a expliqué aux Américains qu'on allait faire 28 PNR, ce sera finalement le résultat, en plus la protection des données, les Américains ont dit quoi ? 28 fois. Donc il faut consulter 28 autres instances. Et donc eux, ils demandaient, les Américains, une instance européenne unique. Ça ne va pas être le cas. Espérons que ce sera le cas avec tous les autres politiques européens. On commence à 28, avec une coordination. Ça va avoir des pétards, ça ne va pas fonctionner. Et puis après quelques mois, après quelques années, on fait le truc unique européen. Guy Verhofstadt, il y a une autre crise qui bouscule l'espace Schengen depuis maintenant plusieurs mois, c'est la crise des réfugiés. On a vu là aussi que la coordination au niveau européen était une faillite totale. Inexistant. Il y a par exemple la question des hotspots, des fameux centres qui se créent à l'entrée de ces réfugiés dans l'Union. Certains préconisent maintenant qu'on transforme de fait ces hotspots en centres de rétention, de façon à contrôler plus avant les réfugiés qui pénètrent dans l'Union, plutôt que de les laisser rentrer, finalement, après qu'ils aient simplement laissé leurs empreintes. Oui, parce que moi je préconise que plutôt de continuer avec ces hotspots, il faut établir... Il faut les renforcer, les conforter, il faut qu'il y ait davantage de moyens qui soient mis à disposition. Il faut d'abord faire cette European Border and Coast Guard. Bon. Alors, il faut leur donner les différentes tâches d'une vraie contrôle des frontières extérieures. Ça ne veut pas dire créer la forteresse Europe. Ça veut dire qu'ils vont être responsables pour l'enregistrement de ceux qui veulent entrer dans l'Union européenne. Deuxièmement, ils vont être responsables pour l'hébergement. Donc, dans des facilités, plutôt que de ce qu'on a vu sur la frontière slovène et croate, les gens dans la boue qui n'avaient pas de protection, c'était un scandale, ces images à la télévision, quand on a vu ces gens qui voulaient entrer en Croatie, en Slovénie, et qui étaient là sans protection, avec des enfants dans la boue, dans la pluie, etc. Donc, c'est à nous de créer ces facilités aux frontières extérieures de l'Union européenne pour les recevoir. Puis, troisième tâche, c'est que cette instance va faire la division entre ceux qui sont des vrais réfugiés politiques d'une part, et ceux qui sont des migrants économiques. Pour les migrants économiques, les immigrés économiques, il faut un autre système. Il faut un système... Donc ça prend du temps, donc il faut les garder longtemps. Oui, mais... Le simple fait de montrer un passeport syrien, on a vu en plus maintenant, il y avait énormément de faux passeports syriens. Oui, parce que la quatrième tâche serait alors de faire de les faire entrer et de dire dans quel pays ils vont trouver refuge. Les relocalisations. Donc voilà, les relocalisations. Ça, c'est la quatrième tâche. Toutes ces tâches-là, l'enregistrement, l'hébergement, la division, l'enquête pour savoir qui est un vrai réfugié, qui est un migrant économique, et puis la relocation, ça c'est la tâche de cette instance européenne qu'il faut créer le plus vite possible. Et donc ça dépasse les hotspots qui sont en fait une sorte de réaction
à la catastrophe, je dirais, justement et puis ça veut dire, deuxième politique, c'est changer la politique d'asile en Europe, parce que le système de Dublin, c'est un système anti-européen. Ça met toute la charge sur les pays comme l'Italie et la Grèce. Il faut l'expliquer, le système de Dublin, c'est le système qui exige que tout demandeur d'asile dépose sa demande d'asile dans le premier pays où il est arrivé, c'est-à-dire majoritairement la Grèce et l'Italie. Donc ça veut dire que si on applique ça, je peux vous dire que l'État italien ne l'applique pas, et la Grèce non plus. Ils viennent, ils donnent de l'argent, ils les mettent sur des trains. Ça a été déjà la politique de l'Italie et la politique d'autres pays pendant des années, justement parce qu'ils n'ont pas les possibilités de les recevoir tous. Et la troisième chose à faire, c'est une politique de migration économique qui manque complètement en Union européenne. Il y a 28 politiques d'immigration différentes et en plus de ça, il y a la carte bleue. La carte bleue, c'est l'équivalent de la carte verte aux États-Unis et au Canada, sauf que là, c'est le système unique et chez nous, c'est un système supplétif, c'est le 29e système à côté des 28 systèmes au niveau national. Guy Verhofstadt, je vais vous poser une question un peu bateau et je vais la poser à la façon d'un journaliste et pas à la façon d'un diplomate. Dans toute cette crise où tout le monde a vu, comme dans aucune autre crise qui a précédé, combien les leaders sont désemparés, les divisions, les clôtures qu'on construit, les frontières qu'on ferme, qu'est-ce qui a foiré ? Qu'est-ce qui a foiré ? Qu'est-ce qui a fait que ça a raté ? Qu'est-ce qui explique ce gigantesque échec si vous me demandez européen ? de faire l'analyse de l'Union, qu'est-ce qui manque ? C'est le fait que c'est encore un système d'unanimité. Rien ne peut être décidé au niveau européen sans unanimité des États. Donc l'Union européenne, ce n'est pas des institutions européennes qui, démocratiquement élues, décident sur base de majorité. C'est un système où les instances européennes ne peuvent que faire quelque chose si d'abord il y a le feu vert qui est donné par les 28 États membres à l'unanimité. Oui. Voilà comment ça fonctionne. Même la relocation de ces 160 000 réfugiés, ce n'est pas un système à l'unanimité, puisque les États ne sont pas obligés d'y participer. Si on continue comme on est en train de faire maintenant, ça va durer jusqu'en 2101. Au rythme de 80%. Avant qu'on va trouver une relocation pour les 160 000 réfugiés qui sont entrés. Donc ça, c'est complètement dingue. Donc il faut en finir avec l'aspect confédération, confédéral, qui existe dans le système européen, qui est que chaque politique doit être décidée d'abord à 28 États membres à l'unanimité. Ça ne fonctionne pas. Guy Verhofstadt, vous êtes clairement fédéraliste, vous l'avez toujours été, vous êtes fédéraliste. Mais vous êtes le seul. Vous êtes le dernier en Europe. Pas du tout. En Europe, il n'y en a plus. Je vous donne l'exemple. Les nations se réveillent partout sur toutes ces questions-là, qu'il s'agisse de l'accueil des réfugiés, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme. Je ne suis pas tout seul. L'union bancaire a été faite, mais le contrôle des frontières extérieures au niveau européen, ce sera fait en décembre. Donc je ne suis pas tout seul. La seule chose, c'est qu'il faut d'abord des catastrophes en Europe, des tragédies en Europe. Les hommes politiques doivent être avec leur dos contre le mur avant qu'ils agissent. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Le problème, c'est qu'on attend la catastrophe et puis on dit, ouais, là, on ne peut plus échapper. Maintenant, il faut faire l'union bancaire. Maintenant, il faut faire la gouvernance économique. Maintenant, il faut faire peut-être l'agence de renseignement au niveau européen. C'est ça le problème. Et ça, c'est ce que j'ai décrit dans le livre, qui sort aussi en français. Donc maintenant, il n'y a pas encore le mal européen. Il sera en français un peu différent. Pour en finir avec le mal européen, ce sera les titres un peu plus positifs. J'ai plomb. En février. J'ai décrit cette maladie. Cette maladie, elle est l'unanimité, donc le fait qu'on pense qu'avec des demi-mesures, on va résoudre le problème, les petits pas, la politique des petits pas, qui ne mène à rien du tout, parce que le monde est tout à fait différent. Le monde n'avance pas avec des petits pas. Le monde est basé sur des empires comme la Chine, l'Inde, les États-Unis. Et si on veut, en fait, sauvegarder nos intérêts là-dedans, il faut être une unité qui peut décider avec efficacité et qui peut défendre nos intérêts, les intérêts de nos citoyens et les intérêts de notre continent. Et ce n'est pas le cas avec le système politique qu'on connaît maintenant en Europe. Voilà le problème.
sur une question si sensible, et je pense qu'il ne faut pas être Marine Le Pen pour poser cette question, mais je la pose moi, sur une question aussi sensible que l'accueil des réfugiés, l'asile, l'accueil des réfugiés et des migrants, vous comprenez que des grandes parts d'opinion publique dans tous les pays européens, y compris le nôtre, se posent quand même des questions quant à l'idée d'avoir une autorité centrale, la Commission européenne, peu importe, en tout cas une autorité fédérale, qui décide pour toute l'Europe, par exemple, voilà, on va accueillir autant de réfugiés, autant là, autant ici, et une fois pour toutes, cette autorité-là qui déciderait, qui prendrait les décisions, parce que comme vous le dites, l'unanimité, ça ne fonctionne pas. Parce que vous comprenez que pour les opinions publiques, et sans qu'on soit nécessairement raciste, extrémiste, europhobe, etc., que ça pose de grosses questions. Enfin, la thèse nationaliste et populiste est la suivante. Ils disent ces problèmes existent et ces problèmes vont disparaître au moment qu'on va se retrancher derrière nos frontières nationales. C'est ça leur thèse. Donc il va y avoir autant de réfugiés, il va y avoir autant de changements climatiques, il va y avoir autant de crises économiques si l'Union disparaît. Peut-être même plus. Hein. Peut-être que les terroristes se déplaceront moins facilement à l'intérieur de l'espace Schengen. Vous pensez? Je ne pense pas. Pourquoi dans ces cas-là François Hollande a rétabli les contrôles Et d'identité? le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de capacité européenne pour le faire. Donc si on va continuer avec des services au niveau national, avec des frontières nationales et des frontières, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas y avoir cet échange d'informations qui est si nécessaire pour combattre. En fait, c'est très simple. Les terroristes ne connaissent pas de frontières. Donc il faut faire de sorte que nos services de renseignement ne connaissent pas de frontières non plus. Voilà la réponse. La réponse ne peut pas être à des terroristes sans frontières, à se dire nous on va se retrancher derrière des frontières, qui en plus n'existent pas et qui en plus seraient erronées au niveau économique. Parce qu'économiquement, ça veut dire qu'on va vraiment tuer le marché intérieur, qu'on va tuer quand même toute un bien-être au niveau européen. Donc, ni le changement climatique ne s'arrête pas, par exemple, pour donner cet exemple-là, à la frontière. Ce n'est pas que les émissions de CO2 se disent « Ah, ici c'est la France, on s'arrête ». Non, il dépasse la frontière. Hein. C'est la même chose avec le crime organisé. Est-ce que vous pensez que le crime organisé se dit ouais, « Nous, on a une bande là à Marseille, mais là, on n'a rien à foutre parce que c'est la France, donc on ne peut rien faire ». Non. La réalité est tout à fait différente aujourd'hui et elle ne s'arrête pas aux frontières. Et c'est ça la thèse erronée, parce que le livre que j'ai écrit est peut-être plus eurosceptique, le livre le plus eurosceptique qui a jamais été écrit. Non, je trouve, dans l'analyse, mais pas dans les solutions. Moi, je suis d'accord avec ceux qui critiquent l'Union européenne en disant « ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas ». C'est vrai, ils n'ont pas tort. Sauf que la solution pour résoudre ces problèmes, c'est quand même pas de dire « Oh oui, maintenant on va se retrancher derrière les frontières nationales ». La réalité, c'est que des instances politiques sont capitales dans une société. C'est les instances politiques qui déterminent le bien-être d'un pays. Prenez la Corée du Nord, la Corée du Sud. On voit bien la différence entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et pourquoi? Parce que les institutions politiques sont différentes. Donc, un pays a besoin de bonnes institutions institutionnelles et politiques. Donc, the economy is stupid, vous connaissez cette phrase fameuse de Clinton, c'est pas juste. C'est la politique qui est importante, parce que la politique détermine les conditions institutionnelles dans lesquelles peut se développer le bien-être. Eh bien, le problème, c'est que nos institutions politiques de l'Europe ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Et c'est normal, il n'y a rien d'éternel. Les hommes ne sont pas éternels, mais les institutions politiques ne sont pas éternelles non plus. Et ces institutions politiques sont encore basées en Europe sur des États-nations. Donc il faut rouvrir le chantier institutionnel en Europe pour Tout à fait, et ça va être fait. En 2017-2018, là, il y a une opportunité énorme, c'est le Brexit. Il faut dire merci à M. Cameron. Je dis merci, David. Non parce que je suis d'accord avec ces thèses, mais parce qu'il nous donne la possibilité d'ouvrir de nouveau le chantier institutionnel qui est vraiment nécessaire en 2017-2018. On va attendre d'abord les élections françaises, naturellement, les élections allemandes en 2017. Mais alors, on va commencer le travail. Et cette fois-ci, espérons ne pas de refaire les erreurs, par exemple, de la convention précédente, où, par exemple, on n'a pas parlé de l'économie. Donc on a fait toute une convention,
Vous vous rappelez, Giscard d'Estaing à la tête, etc., etc. Mais on n'a pas parlé de l'économie. Ça n'existait pas. Bon, tout va bien. On a le pacte de stabilité et on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour renforcer la politique économique. Cette fois-ci, j'espère qu'on ne va pas faire cette... mais disons oui à M. Cameron. Pas à ce qu'il demande, mais Ce serait plus simple. à l'exercice qu'il veut faire. Ce serait plus simple quand même. Ce serait plus simple d'avancer sur le champ institutionnel si la Grande-Bretagne n'était plus dans l'Union européenne. Ben non, on va dire à M. Cameron, vous voulez ABC, on va vous donner ABC si vous ne bloquez plus D, E, F, Z, jusqu'à Z. Hein, donc c'est une longue liste. Hein. Ben justement, lui, ce qu'il veut, c'est d'abandonner la notion d'union toujours plus étroite. Justement, c'est une de ses demandes. Pourquoi pas? S'il ne veut pas appartenir à une union plus étroite, il doit aussi comprendre qu'il ne peut pas continuer à décider sur tout. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas partir de l'euro, il ne faut pas partir de Schengen, il ne faut pas partir de la politique JAI. Ils veulent maintenant sortir de la liberté de circulation sur le marché du travail dans le sein de l'Union européenne. Donc moi, je me demande combien de opt-out on peut recevoir et encore continuer à être full member de l'Union européenne. Vous savez, les membres du Parlement britannique, ils décident sur l'euro. Hein. Les membres de la Royaume-Uni au Parlement européen décident sur Schengen, ensemble avec nous. Il ne faut pas partir. Ça, on ne peut pas continuer. Donc, moi j'ai dit oui à M. Cameron qui veut encore, mais il faut aussi résoudre tous les autres problèmes. Renforcer la gouvernance économique de l'euro, il ne faut pas partir. Faire une gestion démocratique qui a du sens. On va pas quand même, il ne faut pas deux parlements. Hein. Je suis contre deux parlements, mais on peut bien s'organiser à l'intérieur du Parlement européen et à l'intérieur de l'Union européenne dans toutes les instances pour dire les Britanniques décident sur la politique à laquelle ils participent et pas sur les autres. Les autres, ce sont les autres qui vont décider. Voilà. Et donc, c'est une chance. Donc, ne soyons pas négatifs envers M. Cameron et disons, OK, vous avez lancé le défi, on y va, on va avoir une discussion de fond et vous allez devoir accepter si vous avez aussi des réformes à laquelle vous avez fait opposition jusqu'ici. Guy Verhofstadt, le saut vers l'intégration européenne, ce sera peut-être la dernière question, le saut vers plus d'intégration européenne que vous prenez, que vous dites inévitable, qui va se produire bientôt, ou plus tard en 2018. En réalité, il y a des pays qui sont pour, qui ne le disent pas toujours très fort, il y a les pays traditionnels, ceux du cœur, les pays fondateurs, qui sont en général favorables, mais il y a beaucoup de pays qui, pour toutes sortes de raisons, ou sous pression des populistes, ou bien par tradition, notamment les pays d'Europe centrale et de l'Est, qui sont fondamentalement extrêmement réticents. Donc on ne peut pas considérer qu'il y a vraiment un grand mouvement, que vous êtes vous dans le mouvement, dans le mainstream, si je puis dire. Est-ce que vraiment il faudra chaque fois des crises et des tragédies, comme vous le dites, pour difficilement, laborieusement faire des petits pas en avant? Oui, mais moi je m'oppose un petit peu sur cette idée, le mainstream c'est eurosceptique. C'est pas vrai. Le mainstream dans le Parlement européen, c'est pas eurosceptique. Il représente peut-être 20% des sièges. 20% des sièges, c'est pas... Moi je parle des États. Hein, des États. Même dans les États. Si on fait l'eurobaromètre, si on voit l'eurobaromètre, et on vous demande, vous voulez une communauté de défense européenne, il y a 60% des gens, 65% même, des gens qui répondent positivement. Ça a même une majorité en Grande-Bretagne. Donc, l'opinion publique en Grande-Bretagne, qui va devoir se prononcer dans un référendum sur le Brexit, si on leur demande, vous voulez une politique commune de défense, ils disent oui. Donc, ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'hommes politiques au niveau européen qui prennent la tête de cela et qui disent voilà la vision de l'avenir, voilà le projet qu'il faut réaliser. Ils ont tous peur de leur opinion publique. Ils ont tous peur, c'est ça la réalité. Et ça, il faut casser cette logique. Mitterrand, Kohl, ils ont fait des choses contre leur opinion publique, mais ce n'est pas contre leur opinion publique, c'est créer une opinion publique. La politique consiste justement à créer une opinion publique. Et ça, on ne fait plus, on n'ose plus. On a peur de dire ouais, bon, je vais peut-être perdre quelques voix. Non, je m'arrête à mi-chemin. Mais là, il y a un problème d'incarnation, si vous l'évoquez. Ça passe par l'élection. Ça passe par l'élection d'un président de l'Europe un jour.
Oui, un président d'Europe, mais surtout des hommes politiques qui prennent la tête de ce mouvement et qui n'ont pas peur de le faire. C'est ça qui manque pour le moment, parce que la manque de courage de nos leaders, surtout au niveau national, de présenter une révolution au niveau européen, c'est ça qui manque pour le moment. Et donc l'audace de nos pères fondateurs, c'est ça qu'il faut retrouver. L'audace de nos pères fondateurs, qui avaient de l'audace, qui avaient les idées, qui avaient la vision. Il faut la faire renaître. Voilà mon but et le but du mouvement européen. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais pas de problème. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.